L'histoire que vous allez voir et entendre est la mienne. Elle est douloureuse, j'en souffre toujours. Je voulais vous raconter un petit peu cette histoire pour que ça puisse servir à d'autres, si possible. Je suis maintenant en pré-retraite et je respire. J'espère que mon histoire va vous apporter tout l'éclairage que vous attendez dans le traitement des questions de harcèlement moral. Je suis arrivé à Nantes sans perspective d'emploi et encore moins d'avenir professionnel, puisque étant enseignant, je me suis inscrit sur une formation professionnelle pour faire de l'immobilier. Je prends mon CV et puis je fais le tour des agences. Il faut dire aussi que j'ai un contact facile avec les gens. Je suis pas une tête de trompeur mais bon, ça se passait très bien avec mes clients. J'ai travaillé pendant 7 ans. J'étais formatrice, coordinatrice en insertion. J'ai pu approcher un panel de personnes avec des problématiques plus ou moins importantes, aussi bien auprès des jeunes que des personnes RMI, que des personnes handicapées, et également en dernier temps auprès des détenus, dans un but de les réinsérer professionnellement. J'ai une collègue qui m'a parlé d'un poste de conseiller en insertion professionnelle auprès des personnes handicapées mentales. Et c'est vrai que je voulais me recentrer sur ce rôle-là. Et donc, du coup, comme j'avais déjà une expérience auprès de cette population, j'ai décidé de candidater. J'ai travaillé pendant 13 mois dans une radio associative. Je devais être un des premiers embauchés comme journaliste dans cette radio sous forme associative, mais qui reçoit des étudiants et stagiaires étrangers et qui vont être formés au journalisme à la radio, tout en menant une activité d'émission à tenir avec une écoute normale. Si l'association a été constituée, elle l'a été à l'inverse de ce qui se fait habituellement, où des gens se disent on a un objet social et puis on va s'organiser et recruter des gens. Là, c'est la directrice qui dessine son projet et qui invente la formule associative. Moi, j'avais proposé coopérative, j'ai compris pourquoi on ne voulait pas de coopérative, en fait. Quand j'avais 18 ans, je croyais dur comme fer qu'avec le dialogue, je me disais, avec le dialogue, on va pouvoir faire les choses. Il suffit en discutant avec les employeurs, on peut avancer, tout ça. Mais jamais j'aurais cru que ça pouvait être si moche, quoi. Jamais, jamais. Au début, les premières années, ça a été. Quand je suis arrivée, j'avais 18 ans, j'avais été interrogée pour l'embauche. J'avais dit que je faisais partie de la JOC. On m'a dit, l'économe me dit, mais c'est pas syndicaliste ça? Je dis, non, j'étais naïve. C'est vrai que je n'avais pas fait la relation tellement. Et puis j'ai été en fait embauchée par ma franchise.
Parce que j'ai dit, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Bon, maintenant, sous-entendu, vous me prenez ou vous me prenez pas. Quelque temps après, j'ai vu que l'économe, il critiquait les vieilles. Il disait toujours, si avec moi, je virerais les vieilles. Alors je me suis dit, oh là là, les vieilles, elles travaillent bien. Alors je me suis dit, si lui, il dit ça, il doit penser de moi que je travaille pas bien non plus, parce que franchement, les vieilles, je les voyais travailler, ça marchait bien, quoi. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était le système de diviser pour régner, hein. Donc voilà, je n'ai pas marché dans la combine, quoi. Et l'économe, après, quand il a vu que je me suis présentée au délégué du personnel parce qu'on m'a demandé, alors là, du coup, c'était la catastrophe, quoi. Après, je n'ai pas été bien vue, quoi. Au bout de 3 semaines, je me suis aperçue qu'il y avait un très gros décalage entre le poste qu'on m'avait décrit, qui était autonome, il m'avait décrit comme quoi il fallait que je sois autonome, que je mette en place des plateformes de formation, enfin, etc. Donc je me suis aperçue qu'il y avait un très gros décalage dans le sens où j'avais pas d'autonomie, c'est-à-dire que partout où j'allais, j'étais accompagnée, soit du chef de service ou soit de la chargée de mission. Il y avait donc que ce soit en entreprise ou que c'était en centre de formation ou que ce soit chez les personnes handicapées, hein, donc je n'avais le droit de rien faire toute seule. Et donc ce qui s'est passé, c'est que légitimement, hein, j'ai interrogé le chef de service, donc j'ai essayé de retrouver cette autonomie que j'avais dans mes anciennes fonctions et dont il m'avait parlé lors de la présentation du poste. Et donc il m'a dit oui, on comprend, enfin bon, voilà. Sauf que concrètement, il n'y avait rien qui changeait. En plus, il y avait les réunions hebdomadaires qui se faisaient, qui duraient 4 à 5 heures toutes les semaines et qui étaient un véritable interrogatoire, une véritable remise en question remise en cause de tout ce que je pouvais faire dans la semaine, d'une semaine sur l'autre, et qui faisait que petit à petit, je perdais confiance en moi. Au bout de 30 ans, on a été acheté par une société, et là, ça a été encore pire, parce qu'on savait que j'avais des problèmes avec les produits d'entretien, et alors là, c'était pire, quoi. Je retrouvais de l'eau de Javel dans ma serpillière, mais ça, là, je savais que c'était ma chef, parce qu'elle se cachait pas pour le faire. Donc, si bien que moi, des fois, je me méfiais pas et je mettais un autre produit et ça faisait des réactions chimiques. Alors, je vous dis pas, ça saignait encore du nez un peu plus, quoi. Enfin, c'était pas des gros bouillons, hein, je mouchais du sang. Donc, il y avait ça. Et alors, le soir, on me fermait le parking. J'étais la dernière à finir. Je finissais à 9h et on me fermait le parking. Alors, il était fermé à 8h15 et je finissais à 9h. Donc, j'étais obligée de prendre le bus. Et je prenais un bus de nuit, quoi. Alors, j'avais pas mangé. Donc, j'arrivais à 10h. Alors, quand je descendais du bus, j'étais un peu chancelante parce que j'avais faim, quoi. Je me suis rendu compte que c'était des hypoglycémies. Et puis j'avais peur parce que le bus de nuit, c'était... C'était sans arrêt me remettre en doute dans mes capacités d'approche des personnes handicapées, d'analyse, de décryptage, même par rapport aux offres d'emploi que les personnes visaient, puisqu'il y a même une fois une personne handicapée qui avait pourtant une inaptitude définitive sur un poste de travail pour un problème au dos, puisqu'elle avait été opérée plusieurs fois. M'a dit oui, mais bon, on peut quand même lui proposer un poste de manutentionnaire, parce qu'ils avaient une offre d'emploi à pourvoir. Mais moi, j'étais pas d'accord parce que d'abord, la personne ne voulait pas, je lui en avais parlé. Donc, à partir du moment où la personne ne veut pas, ça me paraissait aussi important de respecter son choix, hein. Donc, du coup, je suis allée en parler à la direction générale.
de cette association qui m'a reçue plusieurs reprises, qui m'a dit qu'effectivement, donc c'était en entretien, donc on était tous les deux, il n'y avait pas de témoins, et donc du coup, qui m'a demandé ce qui se passait et qui m'a dit qu'effectivement, je n'étais pas la première à exprimer cette souffrance au travail et qu'il y avait effectivement les anciens conseillers que je remplaçais avec mon collègue, qui avaient fait aussi des courriers, qui avaient rencontré le président, qui avaient rencontré le directeur pour exprimer leur souffrance et essayer de se faire entendre et de trouver une solution. L'ambiance était correcte. On démarrait un travail, on démarrait une agence. Donc, il n'y avait pas lieu de... Mais ça va se gâcher plus tard. Lorsque, après un an, après une année d'exercice, bon, l'agence a gagné de l'argent, a fait beaucoup de commissions, enfin, etc. C'est à partir de là que les choses ont commencé à se détériorer. Mais deuxièmement, le fait que vous soyez différent comme moi, puisque bon, forcément, j'étais différent. Vous arrivez le matin, c'est par les nègres, enfin, on te fait comprendre que tu es différent. Et donc, par conséquent, puisque tu es différent, ben forcément, t'es en dessous, quoi. Les relations ont commencé à tourner vinaigre assez vite, avec une volonté de sa part de contrôler à peu près tout, tout en n'étant pas très présente dans l'entreprise, donc c'était déjà impossible à faire. Et du coup, elle rattrapait ça par des espèces de crises un peu hystériques à différents moments, pour essayer de reprendre prise et emprise sur le travail et sur ce qui se faisait. Dans un premier temps, je dirais que tout le monde est passé au tourniquet. Les salariés, les uns après les autres, ont eu leur moment où ils se sont fait hurler dessus, ils étaient incompétents, ils étaient insupportables, ils voulaient rien comprendre, on n'arrivait pas à faire passer des messages, etc. Dont moi, mais moi j'étais pas le premier. Même sur le cœur de métier, ce pourquoi on m'avait fait venir, il y avait une contestation permanente, mais je dirais distillée de plein de manières différentes. Après, il y a d'autres formes de mépris qui consistent à avoir dans une réunion, on donne la parole à tout le monde et puis on saute. Moi, je suis au milieu et hop, je suis transparent. On est passé à quelqu'un d'autre. Bon, donc il y a ça, il y a des attaques qui sont pas frontales. On dit à quelqu'un dont on sait qu'il va me répéter un truc, voilà, bah, tu sais, ils ont des reproches contre toi, t'es trop politique, trop ceci, trop cela, etc. Donc il y a tout un attirail d'attaques qui sont, je dirais, insidieuses, quoi. C'est pas toujours frontal. Ils avaient décidé de mettre en place des tableaux d'élaboration de projets professionnels des personnes handicapées, de façon à très cadrer nos tâches de travail de conseiller d'insertion. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. En tous les cas, il y a eu ces tableaux qui ont été mis en place sans concertation, sans rien. Ça a été comme ça balancé, mis à plat en réunion. Et donc je me suis aperçue que j'avais le droit uniquement, toute seule, de remettre des mallettes pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que les autres tâches de mon travail, toutes, elles étaient en lien avec la chargée de mission. Voilà. J'étais tellement mal, je suis ressortie, j'étais dans mon bureau, enfin je pleurais, quoi. Donc du coup, j'en ai parlé avec mes anciens collègues et avec ma famille pour essayer de... Enfin, c'est vrai que je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, mais c'est moi qui est pas bien, c'est moi qui vois le mal partout, enfin bon, voilà. Donc du coup, le chef de service est intervenu et donc a dit, de toute façon, on ne remet pas en cause des tableaux qui ont été validés la réunion d'avant, alors que j'avais rien validé du tout, j'ai simplement rien dit parce que j'étais tellement estomaquée et qu'en plus j'avais peur de poser la question parce que je sentais que ça allait mal se passer, quoi. Et 2 jours après, je reçois dans ma boîte aux lettres, sans avoir été avertie au préalable, sans que quiconque m'en parle,
un avertissement, donc en recommandé, au motif que j'avais intérêt à revoir mon comportement professionnel car j'avais remis en cause la chargée de mission. Je pense qu'il y avait une volonté de me mettre en faute, quoi, de provoquer chez moi une faute professionnelle, quoi. Été 2001. On part tous en vacances et puis quand on rentre de vacances, nos contrats sont modifiés, mais de façon, j'allais dire, unilatérale. Les contrats étaient tout prêts et puis quand on rentrait, à peine je me suis arrivé, je me suis installé et le responsable, le directeur de l'agence, le patron, est venu en personne m'apporter le nouveau contrat. En m'annonçant que, Maurice, désormais, les contrats, on les a modifiés, personne ne sera payé comme avant, c'est-à-dire qu'on ne sera plus payé qu'à la commission, uniquement à la commission, et donc que sur la part variable, mais plus sur la base fixe comme l'indique tout contrat de travail. Mais il faut dire aussi, juste une parenthèse, que la convention, mais c'est assez bizarre et c'est assez exceptionnel de le dire, mais la convention de l'immobilier est faite comme ça. Les agences avaient l'habitude d'organiser des réunions de performance, etc., des négociateurs. Et ces réunions s'organisaient en agence, c'est-à-dire que sur place, on était à Orvaux. Il arrivait un moment, il fallait se décrire ou décrire ce que pouvait représenter tel ou tel collègue, etc. Une fois, je vais retrouver justement un autre dessin dans ma banette où il parlait de Ben Laden, donc les Noirs étaient assimilés au terrorisme, bref. Là, tout cela, le tribunal a eu à l'examiner. Mais ça participe de tout ça. Et puis, pour la grosseur ou du sexe des Africains, c'est tout le temps. C'est jusqu'à ce qu'il l'ait, pas écrit, mais dessiné, quoi, en quelque sorte. Et puis alors, mon patron, tout de suite, m'a répondu « Alors, Maurice, on rigole, on plaisante plus maintenant. On peut plus plaisanter. » Et donc, c'est à partir de là que les choses ont commencé. La finalité, c'était de montrer que finalement, t'es pas à ta place. C'était même pas à la limite, mais c'était du racisme, quoi. Parce que c'est des choses qui se disent pas. J'ai encore beaucoup de mal à en parler, mais... Pendant longtemps, moi et puis mes collègues avec lesquels il y a eu un groupe assez solidaire, on pensait qu'on allait trouver toujours des issues rationnelles, de bon sens, pour se dire si on a un problème, on va le régler ensemble. Et puis peu à peu, cet espoir s'est émietté et puis on se disait on va pas y arriver. On va pas y arriver, mais du coup les solutions c'était démissionner, se mettre en arrêt maladie. Et moi, assez vite, j'avais dit, ces solutions-là, en tout cas, se mettre en arrêt maladie, je l'avais dit à la directrice, pour moi, c'est de l'ordre du sabotage. Démission, oui, pour se préserver, mais non, parce que je voulais pas leur faire ce cadeau-là. Dire, pourquoi on me fait venir, etc. Et c'est moi qui dois payer tous les pots cassés de cet autoritarisme, de cette incapacité à mener un groupe de travail de manière rationnelle, non. Et pourquoi notre directrice était capable de sauter comme une espèce de ludion en hurlant, en disant qu'il y avait un disque, une musique qui lui plaisait pas. D'un seul coup, c'est une espèce d'orage qui éclate, une tempête au milieu du calme plat. Ou alors de donner des ordres par email à quelqu'un qui est à 2 mètres d'elle, de portable à portable, sans lui parler. De fait, il y a une espèce de climat, une espèce de peur, en se disant
cet après-midi elle n'est pas là, on peut respirer. Et puis autrement, on ne savait jamais à quoi s'attendre. Donc ça pouvait surgir, soit c'était une réunion qui était supprimée, on était comme des becs dans l'eau, nous on avait tout prévu 1 heure, il fallait faire autre chose, soit c'était une engueulade, soit c'était claquer la porte, de toute façon je peux rien faire avec vous, donc il y avait toujours une espèce de violence possible. À un moment donné, notre directrice nous dit, il faut montrer à ces jeunes gens quelle va être leur situation dans le travail futur. Donc il faut que ça soit dur. Il faut que ça soit dur, il faut qu'ils soient sous pression, il faut qu'ils comprennent l'efficacité, le temps, le rendement, etc. On dit, mais non, on est là pour apprendre l'esprit critique, on est là pour apprendre les fondements du métier. S'ils se frottent à des situations comme ça, ça arrivera, mais d'abord, c'est pas toujours comme ça. Et puis, on n'est pas là pour intérioriser le système libéral et faire pire que ce qui risque d'arriver. C'était... J'étais épuisée, j'étais pas soutenue, donc je subissais, quoi. Hein, c'était comme ça. Je me souviens, il y avait une dame qui m'avait dit de toute façon, on peut t'ennuyer comme on veut, tu seras pas soutenue. Parce que la répression était telle que finalement, même les gens de la CFDT commençaient à s'éloigner de moi, parce que il y en avait tellement que en plus le directeur au comité entreprise, parce que moi après j'ai arrêté, le directeur il me critiquait au comité entreprise. Si on essayait de me défendre, il critiquait, et les profs ils étaient pas sur le terrain, la déléguée du personnel n'était pas toujours sur place, donc elle ne pouvait pas vérifier, et si elle vérifiait, de toute façon, si elle lui disait quelque chose, il avait toujours la réponse pour dire oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai commencé à me plaindre. Et alors on me disait vous avez de la famille, ceci, cela. Je disais mais non, mais moi c'est pas le problème, ma vie privée. Ça va. Moi ce qui va pas, c'est le travail. Et non, on n'écoutait pas. Donc il y a quelques médecins quand même, parce que il y a eu un lot de médecins quand même en plus de 30 ans. Il y a quelques médecins qui ont essayé de faire quelque chose, mais... J'ai essayé de reprendre mon travail. Quand la chargée de mission, quand elle arrivait le matin au travail, donc moi j'étais toujours de bonne heure à mon travail. Donc elle arrivait quasiment en même temps que moi. Elle me disait bonjour d'un ton hyper sec et elle me regardait avec beaucoup de haine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté donc, le délégué syndical de l'association, et je suis allée voir le médecin du travail. J'arrêtais pas de pleurer, j'étais hyper angoissée. J'étais complètement stressée. J'arrivais plus à dormir non plus. J'avais totalement perdu confiance en moi. Donc du coup, quand elle m'a vue dans cet état-là, elle m'a proposé de me mettre en arrêt. Donc au début, je voulais pas, parce que j'avais jamais été en arrêt de toute ma vie professionnelle. On m'avait même fait signer un papier comme quoi je devais utiliser les produits référencés. Et rien que cela. Au gérant, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit faut que j'aille à la médecine du travail avant de les utiliser. Il voulait que je signe. Et j'ai dit non, je signerai pas. Je suis allée à la médecine du travail. Et puis j'ai dit vu ce qu'on me propose comme travail, c'est pas possible, quoi. Alors ça a été l'inaptitude à tout poste de l'entreprise. Voilà, donc ça s'est terminé comme ça, mais j'ai donné les clés. Et quand on regarde les murs, on a passé X années là-dedans. Pour moi, c'était 32 ans, plus. C'est là qu'on se dit, voilà, c'est fini, quoi. Puis le boulot, t'en auras pas, quoi. Parce que je voyais pas tellement comment j'allais pouvoir me recaser, quoi. Non, mais le plus dur, c'est
de quitter comme une malpropre son travail, quoi. Et personne n'a bougé, quoi. Personne des collègues dans le travail n'ont même pas dit bonjour ce jour-là, au revoir. On regarde les murs et puis on se dit, on a dépensé toute son énergie pendant des années. Et puis on part comme ça. J'ai repris progressivement mon travail. Enfin, ça a duré une semaine. Ça a été assez court. Donc, au bout d'une semaine, mon chef de service me dit « Isabelle, est-ce que tu peux venir dans mon bureau ?» Donc, je viens. Donc, il n'osait pas me regarder en face. Donc là, j'ai commencé à stresser. Et donc, il me dit, voilà, tiens, un courrier de la direction générale. Donc, le fameux courrier. Donc, c'était, nous acceptons de prendre en charge la formation intitulée gna gna gna. Donc, c'était la formation où j'avais été, non seulement j'avais postulé, mais en plus, j'avais été sélectionnée entre-temps. J'avais fait les démarches nécessaires, comme le médecin du travail me l'avait conseillé. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, dans ce courrier, ça disait qu'il prenait en charge la formation au titre du plan de formation et qu'en contrepartie, je devais rompre mon contrat de travail. Mais en plus, le samedi, je l'ai reçu par courrier dans ma boîte aux lettres. Donc ça faisait un double... Enfin, c'est significatif. Hein. C'est vrai que moi, je m'en souviens comme si... et pourtant, il y a 3 ans de ça, quoi. Hein. Donc là, ça a été vraiment le coup de massue et vraiment la dégringolade, quoi. Donc du coup, je n'ai pas pu reprendre mon travail le jour suivant. Donc j'ai été obligée d'aller voir mon médecin. Et donc, je lui ai montré, j'étais totalement transparente. Et donc du coup, elle a décidé de recommencer un arrêt de travail. Donc, je ne suis jamais retournée dans mon service. C'est important aussi, hein, malgré les tentatives que j'ai pu faire. Je n'ai pas pu retourner dans mon service, puisqu'en fait, quand j'étais en arrêt, je recevais régulièrement, quasiment toutes les semaines, des courriers. Ou des appels téléphoniques, soit de mon chef de service, soit de la direction générale, pour me mettre la pression sur le fait qu'il fallait que j'accepte cette proposition. Et donc, il y a eu, je ne sais pas combien de réunions qui se sont mises en place. Il y a eu aussi le collectif, de lutte contre les souffrances au travail de la CGT, qui s'est aussi occupé de beaucoup de mon dossier. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous avez exactement à me reprocher? Et le directeur général me dit, mais c'est à vous de nous le dire, quoi. Et là, il y avait tout le monde, quoi. Sans compter qu'il y a eu une réunion où là, j'étais pas là, mais le délégué syndical était là, où la direction générale a dit que j'avais un comportement autistique, quoi. Donc, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées. Il y a eu plein de réunions pour essayer de trouver une solution, mais à chaque fois, c'était dans le vide, quoi. À chaque fois, c'était des réunions pour rien, j'étais malmenée. À chaque fois, on disait oui, mais bon, de toute façon, on n'a rien effectivement à lui reprocher, mais elle n'a pas compris le poste. Voilà, on m'a dit ça aussi, on m'a dit que je n'avais pas compris le poste, que quand on me l'a expliqué, que je n'avais pas compris le poste et que voilà, qu'il y avait eu... que c'était moi qui m'étais imaginé... que je ne savais pas ce que c'était qu'un poste de conseiller en insertion. Enfin, bon, c'est vrai qu'ils m'ont dit pas mal de choses pour me déstabiliser et pour que je démissionne ou que je rompe mon contrat de travail et que je parte de l'association, quoi. Donc en fait, il y avait vraiment une volonté de gagner du temps, de mettre en place des réunions, oui, mais concrètement, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait jamais rien, quoi. L'inspection de travail avait ouvert un dossier sur cette agence immobilière. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais la 3e ou 4e personne à m'adresser à l'inspection de travail
pour le compte de la même agence. Et donc, c'est ce qui a fait que ils ont déclenché une enquête, ils se sont rendus sur le terrain, ils ont convoqué tous les collègues pour être auditionnés. Enfin bon, il y a eu des témoignages, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Mais il faut dire quand même qu'il y avait un début, il y avait quelque chose qui avait déjà démarré avant que mon affaire n'arrive. Et mon affaire n'est venue que confirmer les difficultés dans lesquelles nous nous trouvions tous. Et moi, je me suis vu une fois en voiture, mais du côté de l'hippodrome, pas de l'hippodrome, mais du côté du pont du Sens, mais en conduisant, en ne sachant plus où j'allais. C'est-à-dire je conduisais à tue-tête. J'allais parce que la route continuait de s'ouvrir devant moi. Ça veut dire que j'avais aucune finalité, je ne savais pas où j'allais. Je voulais rentrer à la maison à la Beaujoire et je me suis retrouvé du côté du pont du Sens. C'est dire que, on n'est plus dans son état normal, quoi. Et puis, on ne demande qu'une chose, c'est que le sol s'ouvre pour qu'on disparaisse. Mais c'est à ce point, quoi. Je ne peux pas dire que je me sentais mal. Je pense que rétrospectivement, j'étais en dépression, mais que je le refusais de le reconnaître. J'avais le sentiment que je devais être assez invivable pour tout le monde parce que j'avais que ça en tête, donc c'est un peu obsessionnel. C'est-à-dire que tous les jours, on a des petits faits d'humiliation, qui sont relativement chiants à écouter pour les autres. J'ai bien conscience. Mais en même temps, il faut que ça se déverse, il faut que ça se dise. Et du coup, maladie, j'ai pas consulté un médecin. On a quand même décidé, en tout cas il y en a 2 qui sont allés voir, moi je suis allé voir la médecine du travail pour marquer un peu les choses, avoir une écoute de gens dont c'est un peu la profession. Et pour le reste, je sentais bien quand même qu'au niveau physique, il y avait quelque chose qui marchait pas. Quand on part dès le matin, qu'on a le ventre serré, et puis que le soir, on a l'impression qu'il est serré, mais dans l'autre sens, qu'il a tourné, et que quand on passe le week-end pas loin du lieu du travail, il y a le ventre qui se reprend avec la boule. C'est pas normal, quoi. C'est pas, surtout quand on est dans un projet où ça doit bien marcher. Et puis, il y a eu un événement, on va dire, un truc qui m'a un peu réveillé, qui a un peu été la douche. C'est qu'un jour, chez moi, un repas normal avec les enfants et tout, il sort un espèce de truc idiot, les nouilles, il y en a marre, ou je sais plus quoi, enfin un truc tout à fait ordinaire, et j'explose, mais vraiment comme la cocotte minute qui explose. Je prends une chaise, et un coup de bol, je l'ai pas jeté sur eux, mais j'avais vraiment envie de la briser, cette chaise. Je la balance et tout, dans une violence, qui avait rien à voir avec la situation. Je m'en vais presque en chialant de chez moi, je mets 2 heures à me calmer, je reviens et tout, j'explique aux enfants et tout ça. Et là, je me suis dit, on n'a pas le droit de me foutre dans un état pareil. Et ça, je leur ai dit, vous y êtes pour rien, c'est pas du tout, c'est pas ici que ça se passe, ça explose là. Et là, c'est injuste, quoi. Bon, et ça a été un peu un moment de réveil, quoi, où ça arrive dans la vie privée à un point qui est presque dangereux, quoi. Et là, on se dit, bon, c'est plus de l'ordre du travail, quoi. On est affecté, je me suis senti affecté dans des morceaux de ma vie qui avaient rien à voir avec ce que je portais dans ces instants de travail, même s'ils étaient très longs et compagnie. Aussitôt que je dépose ma démission et que je pars, 3 jours après, je reçois une convocation de la police. Alors, convocation de la police, je me rends à 14h, ne sachant pas exactement les raisons pour lesquelles j'étais appelé. Et la police me demande, est-ce que vous n'êtes pas parti avec un appareil numérique de l'agence? Là, ça m'a broyé parce que, j'ai voulu partir volontairement. Je ne vois pas la raison pour laquelle j'aurais pu ramener un matériel. Enfin bon, bref. Mais ça a été pour moi, en plus de l'interrogatoire, mais que la police a appelé à la maison, a appelé mes enfants pendant que j'étais encore à la police.
appeler mes enfants pour savoir si, d'aventure, ils ne m'auraient pas vu avec un appareil photo que j'aurais ramené ou caché quelque part. Votre papa, il n'a pas ramené un appareil, où est-ce qu'il met ses appareils photo d'habitude? Et puis mes enfants, naturellement, sont allés ramener des appareils photo qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient même pas des appareils numériques, puisque c'était genre Kodak, enfin de vieux trucs qu'ils ont ramenés. Voilà, mon papa, il a 2 appareils, mais c'est de vieux appareils de telle marque, etc. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que... Voilà. Mais quand je suis rentré, et qu'ils m'ont parlé de ça, ça m'a vraiment ça m'a encore enfoncé, quoi. Moi, j'ai eu peur, là. Hein. Je veux dire, je suis d'un tempérament plutôt jovial, mais j'ai eu un peu des pensées suicidaires. En fait, j'avais tellement honte devant ma famille d'être dans cet état-là. C'est à ce moment-là que je me dis... mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Où t'es rendu dans t'as intériorisé un truc mis sous pression et tu le fais payer à des gens qui ont rien à voir. Rien à voir. Ils sont pas dans Et là, j'ai vraiment eu honte, quoi. Et je me suis dit, t'es qu'une merde. Il y a un regard sur soi où on se dit, mais t'es nul, quoi. T'es vraiment incapable de gérer ça, quoi. Alors que, bon, c'est un truc, c'est le travail. C'est pas... Eh ben non, ça va vachement plus loin que le travail. Quand on travaille dans une école, c'est l'âme. C'est-à-dire, tu travailles pour des enfants, tu travailles pour des élèves. Quand on a été embauché par la société, on voulait détruire cette âme. Ça a été dur, hein, parce que passer au prud'homme, c'est dur, quoi. Faut toujours se justifier, c'est vraiment dur, hein. Mais quand je pense justement qu'on voulait que je visite les prud'hommes quand j'étais dans les stages de chômage, mais ils ne se rendent pas compte. Mon employeur mettait en cause mes souffrances au travail. Il disait que j'avais des problèmes psy ou des problèmes personnels et que c'était ça qui était à l'origine de mon mal et non pas le travail. Donc à force d'entendre ça, le médecin du travail m'a dit « Est-ce que vous voulez passer un bilan psychopathologique auprès d'un médecin psychiatre expert dans ce domaine ?» Donc j'ai dit que oui, puisque j'étais tout à fait transparente. Donc ce bilan de santé a fait apparaître qu'effectivement, les souffrances au travail étaient liées uniquement au travail et que c'était pas lié à autre chose, quoi. L'enquête auprès de mes collègues ont montré que la difficulté que nous avions au sein de cette entreprise. Et puis, la difficulté que j'avais à tenir des propos, non pas cohérents, mais c'est-à-dire qu'à finir les entretiens que j'avais auprès de l'inspecteur, l'a alerté quand même. Et il m'a suggéré comme ça, vivement, parce que, bon, sans vraiment m'obliger, mais il m'a dit que ce serait quand même bien que vous alliez voir le médecin du travail. Et donc, je suis allé voir le médecin du travail qui m'a arrêté immédiatement. Et donc, qui m'a rendu inapte sur tous les postes dans l'entreprise. Il n'y a pas de volonté il n'y a pas d'envie de justice. Il y a un besoin d'être reconnu dans ses droits. Non seulement je perdais mon travail, mais pour bien m'enfoncer, il a été me faire convoquer par la police pour me traiter de voleur. Enfin bon, bref, voilà. Et donc, c'est venu tout naturellement. Je me suis adressé devant les tribunaux, sous le conseil j'ai trouvé des avocats qui ont soutenu, qui m'ont défendu. Et donc, voilà, on a ouvert la voie judiciaire de cette façon. La réponse collective qu'on a eue, ça a été d'écrire une lettre, une espèce de lettre ouverte, mais pas vraiment ouverte, puisqu'elle était destinée qu'aux membres de l'association, en gros nos employeurs. Et la réponse a été aussitôt convoquée. On va vous faire une sanction disciplinaire collective. Alors là, on s'est dit, ah, d'accord, ils ont bien compris le message. On est traités comme des gamins dans une cour de récréation. Bravo, on avance. Et deuxième élément,
mais on va plus ou moins reconstruire, il faut un peu de générosité, blablabla, blablabla. Et au même moment, j'ai été ciblé et on m'a dit on a un petit rendez-vous avec toi au bistrot du coin. Et là, ça sent un peu mauvais. Et en fait, ce qui m'attend, ça se déclenche en 4 secondes, à peine assis sur la terrasse du bistrot où ça se passe, et on me dit, voici la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement, tu peux la signer. J'ai une surprise, quoi, mais un sursaut, même si je sentais que ça se passait mal. Je dis non, il va falloir faire des écrits et des recommandés, et on me dit, c'est pas tout, il ne faut pas que tu retournes au travail, on ne veut pas que tu retournes au travail. Et là, pareil, je dis, mais qu'est-ce qu'on me reproche ? Ah, bah, si tu signes pas la lettre, on te le dit pas. Franchement, je me reconnaissais plus, quoi, et ma famille me reconnaissait plus non plus, quoi. Donc c'est vrai que j'étais vraiment pas belle à voir, quoi. Donc on a fait avec la CGT intervenir l'inspecteur du travail, donc et l'inspection médicale régionale qui est intervenue également dans ce dossier. Donc l'inspecteur du travail est intervenu il a fait une enquête. Je tiens à le dire, il est venu sur mon lieu de travail. Il est intervenu aussi par téléphone à plusieurs reprises auprès de la direction générale pour trouver une solution. À l'issue de cette enquête auprès du directeur général, parce que le chef de service n'était pas là, le directeur général a déclaré qu'effectivement, il se passait des drôles de trucs dans ce service et que ce n'était pas la première fois. Voilà. Et qu'effectivement, il savait ce qui se passait, quoi. Donc l'inspecteur du travail me l'a relaté, c'est comme ça que j'ai su ce que lui avait dit le directeur général, quoi. Et donc l'inspecteur du travail, voyant tout ce qui se passait, a fait un courrier au directeur général en mettant clairement qu'il fallait que le harcèlement moral cesse à mon encontre, surtout qu'il savait qu'il y avait déjà eu des précédents et qu'il ne fallait pas que ça se reproduise et qu'il fallait trouver une solution. Quand j'ai décidé de me défendre moi-même, je n'ai pas trop développé sur le harcèlement. Peut-être parce que c'est vrai que ça touche à des trucs intimes, ça veut dire des certificats, des expertises, se refoutre sur le grill, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fou et un peu ceci, un peu cela, machin ? Et que, effectivement, j'ai forcément envie d'en remettre une couche sur ce registre-là. Et aussi que ça demande des témoignages, ça demande des choses comme ça, et je n'étais pas sûr de pouvoir obtenir toute cette matérialisation en fait des faits. Lors de l'audience de conciliation qui est prévue pour les prud'hommes, l'avocate de l'employeur est déjà partie sur ce registre-là en disant au conseiller prud'homo, mais vous savez pas comment il a fait souffrir, lui, le salarié, il a fait souffrir la directrice. Et donc, je pensais peut-être qu'il y avait un enfermement à se dire harcèlement, ça veut dire 2 personnes, une au-dessus, une en dessous, et pour moi, c'est pas le schéma. C'est que tout le monde en avait pris plein la gueule. Et en fait, il fallait montrer que, justement, il y avait ce collectif qui avait subi, quoi. La difficulté dans un procès pour harcèlement moral, c'est l'épreuve. Si vous n'avez pas l'épreuve, bon, mais c'est vite réglé, il n'y a pas de... Et ce que je disais, c'est qu'aussi, nous devions être dans les 5 ou 6 premiers procès de cette nature-là, en matière de harcèlement moral. Donc, ce qui n'était pas simple. Et puis, les tribunaux n'étaient pas habitués encore à se prononcer sur des situations comme la mienne. Parce que tant que la loi n'avait pas été adoptée, je crois qu'on devait être en 2002, c'est d'ailleurs ce que la Cour de Rennes nous a dit, que c'était ni répétitif et puis que c'était antérieur à la loi. Donc, nous avons perdu à Rennes sur ces aspects-là, sur ces 2 points. Et ça a été... Ensuite, nous, on a saisi la cassation. La cassation nous a renvoyés en appel à Paris. Et nous avons gagné. On touche son dû. Donc déjà, ça fait du beurre dans les épinards, ça c'est clair. L'employeur, il s'est pas non plus... il a été un peu remis à l'ordre, c'est un peu normal. Mais nous, on se retrouve au chômage. Et ça c'est des choses c'est une blessure difficile, quoi.
Et puis on n'est pas reconnu dans ce qu'on a vécu, quoi. Parce que là, on est traité comme si on sortait de prison. Hein. Nous expliquer comment on doit se comporter, c'est dur. Hein. Ils ont contesté la décision de la commission de recours amiable de la sécurité sociale devant le TAS, le tribunal administratif de la sécurité sociale, pour demander une autre expertise, alors que j'avais déjà été expertisée par le médecin psychiatre spécialisé en psychopathologie du travail. Donc ils ont demandé une autre expertise, extérieure à la Sécu, mais c'était déjà extérieur à la sécurité sociale, pour contester donc l'accident de travail. Donc voilà, donc qui court toujours. Hein. Ce qui est important de dire aussi, c'est que lors du jugement, il s'est passé un fait assez important, c'est-à-dire que le conseiller employeur des juges connaissait très bien le directeur général et le chef de service, à cause de leur mandat politique, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu conflit d'intérêts. La présidente des prud'hommes a voulu s'assurer de l'impartialité de ce juge en question. Il a dit oui. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une audience de départage, puisque l'unanimité n'a pas été dégagée. Je pense que c'est fortement à cause de ça. Hein. Donc du coup, il y a eu une audience de départage 3 mois après, en juin. Donc là, il y a eu un juge départiteur qui est intervenu. Et donc, le verdict est tombé donc, en septembre en disant qu'effectivement, donc en première instance, ils sont condamnés pour harcèlement moral à mon encontre. J'ai pas été reconnue comme une victime de travail. Quoi. C'est voilà, tu peux pas faire ton travail, tu es handicapé, point barre, voilà. Le tribunal a reconnu que j'étais quand même harcelé, insulté, humilié. Mais traité comme moins que rien, croquifié, en train de ramper pour demander à boire. Mais tout ça suffit. Je veux dire qu'on reconnaisse que j'ai eu raison, et en plus que j'avais eu raison de partir. Le côté amer de ce verdict, c'est aussi que donc, moi, j'ai aucune solution concrète aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai eu que 4 000 € d'indemnité pour le préjudice du harcèlement moral, ce qui me paraît vraiment très très faible par rapport à tout ce que j'ai pu vivre et endurer, et que je continue à endurer, parce que je suis toujours en accident de travail. Ma santé ne s'est toujours pas améliorée. Concrètement, la formation, je la continue parce que je l'ai entamée et que j'ai l'accord de la CPAM, mais financièrement, je ne peux pas la prendre en charge financièrement, donc c'est encore une question que je me pose. Donc du coup, c'est vrai que c'est très très amer, quoi. C'est pas satisfaisant. Et elle, la chargée de mission, puisque lui, le chef de service, entre-temps, est parti en retraite. Elle, la chargée de mission, elle a été promue en tant que directrice adjointe du service, ce qui me choque, quoi, parce que moi, je peux pas réintégrer mon service, quoi. Voilà. Puisque mon affaire fait jurisprudence, désormais, ça va servir à d'autres. Et les tribunaux vont faire recours à ça pour juger maintenant des affaires de harcèlement. T'as des gens qui sont de gauche et qui ont intégré absolument tous les modes de management ultralibéral. Ils ont tout compris. Ils n'ont pas été condamnés pour ce qu'ils auraient dû être condamnés. Moi, maintenant, ma vie, elle est quand même bien bousillée physiquement, hein. Et c'est pas reconnu, quoi. Je me suis donné corps et âme pour rien, quoi. On n'est rien. On n'a pas besoin de gens heureux au travail, on a besoin d'efficacité. Donc maintenant, j'ai gagné le droit que de me fermer ma gueule, d'avoir une retraite minable, et voilà, quoi. Je suis dispensée, d'accord, mais ils ont gagné.